citoyens et citoyennes de Québec et du Québec, citoyens et citoyennes de cœur et de raison, citoyens et citoyennes d'ailleurs, et vous, nos frères et sœurs membres des Premières Nations de ce continent, oyez, en ce jour magnifique, soyez les bienvenus à ce rassemblement pour la commémoration de la Journée nationale des Patriotes. Nous, ici présents, nous invitons à demeurer avec nous quelques minutes pour vous rappeler les faits et la portée des luttes qui ont culminé en 1837-1838. Nous vous invitons également à partager quelques éléments de réflexion sur la signification et les conséquences actuelles de ces luttes passées. Cette lecture publique par une dizaine de volontaires ne durera qu'une vingtaine de minutes. Nous couvrirons les sujets suivants. D'abord, une brève chronologie des faits et des événements qui ont conduit à la révolte des anciens Canadiens. D'abord, la lutte pour l'école pour tous, les 92 résolutions ou complaintes à l'égard du pouvoir colonial. 3. La déclaration d'indépendance. Ensuite, nous parlerons de la place et du rôle des femmes avant et pendant la lutte de résistance des patriotes. Et finalement, nous vous inviterons à un appel à la réflexion. Doit-on se remémorer les luttes des patriotes de 1837-38? Pour plusieurs raisons. En voici quelques-unes. C'est pas grave. Parce que cette rébellion, qui fut un long processus de faits et gestes de résistance à l'oppresseur, est en fait la gestation et l'acte de naissance du Québec contemporain. Parce que le courage, les revendications, les luttes et les sacrifices des patriotes sont porteurs d'une énergie et d'une exemplarité morale pour tous ceux et celles qui militent pour les droits sociaux, la justice et l'autodétermination des Québécois et Québécoises de toutes origines. Parce que les échos de la révolte des patriotes résonnent encore dans les luttes actuelles menées par des milliers de nos concitoyennes et concitoyens engagés dans la défense de leurs droits. Parce que, comme au 19e siècle, la plupart des grandes décisions économiques et politiques qui ont une incidence sur l'avenir collectif du Québec sont prises de l'extérieur par des pouvoirs économiques et politiques qui acceptent rarement de tenir compte de la spécificité des besoins et des projets des Québécois. Parce que la corruption des élites, la répression des luttes sociales, la perversion de la démocratie et le despotisme des possédants sont encore pratiques courantes. Parce que les patriotes voulaient faire entrer le Bas-Canada, le Québec, dans la modernité en contrôlant démocratiquement les deniers publics et en créant des industries pour se libérer de la mainmise de la puissance coloniale. Parce que les patriotes, avant leur tentative de soulèvement populaire et armé, mais brutalement réprimés par la plus puissante armée du monde, c'est-à-dire britannique, ont tenté par tous les moyens pacifiques à leur disposition de faire accepter un cadre démocratique qui, encore aujourd'hui, serait un exemple pour la plupart des pays de la planète. Pour ce motif, et pour bien d'autres raisons encore, il est un devoir de mémoire de puiser à travers leurs écrits quelques-uns des projets et des actes des patriotes. Il y eut d'ailleurs la loi des écoles de syndic en 1829. Mais auparavant, il existait déjà 2 réseaux scolaires au Bas-Canada. Les écoles de l'Institut royal de 1801,
les pressions d'une population anglophone croissante, surtout protestante, incitent les autorités coloniales à légiférer dans le but de contrôler et de répandre l'instruction primaire. La Chambre d'Assemblée, majoritairement formée d'une petite bourgeoisie canadienne-française encore timide, consent à ce que soit établi un système d'enseignement unifié et anglophone. Puis les écoles de fabrique de 1824. En 1824, la Chambre d'Assemblée, le Parlement du Bas-Canada, vote l'acte pour encourager l'éducation élémentaire, dite la loi des écoles de fabrique, écoles catholiques, pour pallier au boycottage des écoles royales par la population francophone. Malgré le fait que ces écoles soient sous la responsabilité de chacune des paroisses qui pouvaient investir jusqu'à un quart de leur budget, peu d'écoles furent mises sur pied par manque de conviction du clergé paroissial ou encore par manque de revenus de certaines fabriques. Plus tard, en 1829, la Chambre d'Assemblée, devenue plus éclairée quant à ses attributions et à ses devoirs, établit un troisième système scolaire qui maintient toutefois les écoles de fabrique et les écoles publiques anglophones. Ce sont les écoles de syndic, dont la surveillance est confiée à l'Assemblée. Elles sont la préfiguration de nos écoles publiques actuelles mises en place au début des années 1960. Les écoles de syndic reçoivent une aide financière plus généreuse de la part du gouvernement afin de diffuser la connaissance générale et inculquer certaines valeurs de la société civile aux jeunes élèves. L'Église y vit toutefois une menace à ses responsabilités traditionnelles dans le domaine de l'éducation. Les 92 résolutions de janvier 1834. Le texte des 92 résolutions, rédigé par Augustin Norbert Morin, trouve son origine et son inspiration chez Louis-Joseph Papineau, chef du Parti patriote. Le document, qualifié de révolution dans toute la force du terme par la Gazette de Québec, dénonce le système de gouvernement en place dans la colonie et présente des revendications pour un gouvernement élu, responsable et représentatif. Les 92 résolutions revendiquent plus de reconnaissance des droits de la population d'origine française du Bas-Canada. Elles demandent des institutions politiques qui représentent mieux l'esprit social des Bas-Canadiens, Canadiens-Français, en accordant le droit d'élire les membres du Conseil législatif et une représentation proportionnelle de la population francophone dans la fonction publique, en accord avec leur statut majoritaire. Le document fut adopté par la Chambre d'Assemblée du Parlement du Bas-Canada le 22 février 1834. Au Québec, le résultat politique ne tarda pas à se manifester. Le Parti patriote remporte 78 des 84 sièges dans la Chambre d'Assemblée aux élections de novembre 1834. En voici quelques extraits. La résolution numéro 10. L'abus est inséparable de l'usage d'un pouvoir aussi illimité et son exercice dans le choix de la majorité des membres du Conseil législatif tel que constitué pour cette province a toujours eu lieu dans l'intérêt du monopole et du despotisme exécutif, judiciaire et administratif et jamais en vue de l'intérêt général. La résolution 47. Par suite des défectuosités qui se trouvent dans les lois et constitutions de cette province et de la manière dont ces lois et constitutions ont été administrées, le peuple de cette province n'est pas suffisamment protégé dans sa vie, ses liens et son honneur, et que la longue suite d'actes d'injustice et d'oppression dont il a à se plaindre s'est accrue en violence et en nombre avec une rapidité alarmante sous la présente administration. La résolution 52. Le peuple de cette province, son origine française et son usage de la langue française est devenu pour les autorités coloniales un prétexte d'injure, d'exclusion, d'infériorité politique et de séparation de droits et d'intérêts. Cette Chambre en appelle à la justice du gouvernement de Sa Majesté et de son Parlement et à l'honneur du peuple anglais. La majorité des habitants du pays n'est nullement disposée à répudier aucun des avantages qu'elle tire de son origine et de sa descendance française, qui, sous le rapport des progrès qu'elle a fait faire à la civilisation, aux sciences, aux lettres et aux arts, n'a jamais été en arrière de la nation britannique, et de ce pays tient la plus grande partie de ses lois civiles et ecclésiastiques, la plupart de ses établissements d'enseignement et de charité, et la religion, la langue, les habitudes,
les mœurs et les usages de la grande majorité de ses habitants. La résolution 77. Par suite de leur liaison avec les membres des administrations provinciales et leur antipathie contre le pays, quelques-uns des 10 juges ont, en violation avec des lois, tenté d'abolir dans le cours de justice l'usage de la langue parlée par la majorité des habitants du pays, nécessaire à la libre action des lois et formant partie des usages à eux-mêmes assurés. Et la résolution 84. En outre des griefs et abus exposés ci-dessous, il en existe dans la province un grand nombre d'autres. Par exemple, les honoraires exorbitants illégalement exigés dans divers bureaux publics de l'administration et du département judiciaire, d'après des règlements du Conseil exécutif, des juges et d'autres fonctionnaires usurpant les pouvoirs de la législature. Les juges illégalement appelés à donner secrètement leur opinion sur des questions qui pouvaient plus tard être discutées publiquement et contradictoirement devant eux. Le cumul des places et emplois publics et les efforts d'un nombre de familles liées à l'administration pour perpétuer en leur faveur cet état de choses et pour dominer à toujours le peuple et ses représentants. Le refus de faire droit sur les accusations portées au nom du peuple par cette Chambre contre des juges à l'égard des malversations flagrantes d'ignorance et de violation des lois. Les refus des gouverneurs et surtout du gouverneur en chef actuel de communiquer à cette Chambre un grand nombre de renseignements demandés de temps à autre sur les affaires publiques de la province. L'indépendance de février 1838. Le 28 février 1838, le chef patriote Robert Nelson proclame l'indépendance du Bas-Canada, assorti de plusieurs réformes audacieuses pour l'époque, comme le suffrage universel et l'abolition de la peine de mort. Les principes contenus dans la déclaration sont surtout influencés par les réussites des indépendances en Amérique latine et en Europe, et par les ingrédients de la Révolution américaine de 1776. Pour eux, chaque individu bénéficie de droits inaliénables, dont la liberté, la justice, mais aussi le droit de conserver la langue et les usages de ses terres. Les patriotes luttent pour le français, que le français soit reconnu dans les lois, devant les tribunaux et à l'école, parce que c'est là reconnaître caractéristiques fondamentales de la vaste majorité de la population. Écoutons quelques extraits de ce texte fondateur de ce qu'est le caractère distinct du Québec d'aujourd'hui. Que de ce jour et à l'avenir, le peuple du Canada est libre de toute allégeance à la Grande-Bretagne et que le lien politique entre ce pouvoir et le Bas-Canada est maintenant rompu. Article 2. Une forme républicaine de gouvernement est celle qui convient le mieux au Bas-Canada, qui est ce jour déclaré être une république. Article 3. Que sous le gouvernement libre du Canada, tous les individus jouiront des mêmes droits. Les sauvages ne seront plus soumis à aucune disqualification civile, mais jouiront des mêmes droits que tous les autres citoyens du Bas-Canada. Article 4. Que toute union entre l'Église et l'État est par la présente déclarée être dissoute, et toute personne aura le droit d'exercer librement telle religion ou croyance qui lui sera dictée par sa conscience. Article 11. Que la liberté et l'indépendance de la presse existera dans toutes les matières et affaires publiques. Article 12. Que le procès par jury est assuré au peuple du Bas-Canada dans son sens le plus étendu et le plus libéral dans tous les procès criminels et aussi dans les procès civils au-dessus d'une somme à être fixée par la législature de l'État du Bas-Canada. Article 13. Que comme une nécessité et un devoir du gouvernement envers le peuple, l'éducation publique et générale sera mise en opération et encouragée d'une manière spéciale, aussitôt que les circonstances pourront le permettre. Se rappeler de notre histoire et commémorer celle des patriotes, c'est aussi ne pas faire fi du côté moins glorieux de cette lutte, particulièrement du rôle des femmes. Lors des événements de 37-38, les femmes étaient exclues de la vie politique et publique. La conception de la femme comme un être domestique s'impose et leur permet seulement d'aider les hommes qui monopolisent la sphère publique. C'est le monde politique des hommes qui fut troublé et qui a pris les armes.
Mais la répression s'est exercée partout, notamment dans la sphère privée, la vie domestique, sur les femmes. Étant donné la conception des femmes, celles-ci ont dû lutter avec des moyens différents de ceux des hommes. Le fait qu'on ait peu parlé d'elles est symptomatique d'une conception de l'histoire basée sur les quelques hommes exerçant un rôle et une influence politique. Les femmes avaient donc comme seul champ d'action celui d'agir en fonction de leurs intérêts, de leurs préoccupations personnelles et familiales, puisque la logique qui prévaut au 19e siècle est celle de l'exclusion des femmes de la politique. Les patriotes vont d'ailleurs confiner les femmes dans ce rôle domestique lors de l'appel au boycott des produits britanniques en 1837. Elles sont appelées à tisser la laine locale pour confectionner des vêtements. Ce message est relayé par les journaux qui font des références incessantes à leur faiblesse ou à leur beauté. Le mouvement patriote est fondamentalement masculin. Lors des assemblées, les orateurs insistent sur les vertus masculines et s'adressent aux hommes. Il n'est donc pas étonnant que la participation des femmes ne soit pas plus active. D'ailleurs, en 1834, les patriotes ont voulu leur retirer leur droit de vote et n'attendent donc pas que les femmes aillent au-delà de leur sexe. En témoigne une lettre que Louis-Joseph écrit à sa femme en 1830. « Je reçois ce matin ta bonne et aimable lettre. Quoiqu'elle respire un peu trop d'esprit d'indépendance contre l'autorité légitime et absolue de ton mari, je n'en suis pas aussi surpris qu'affligé. Je vois que cette funeste philosophie gâte toutes les têtes et le contrat social de Rousseau te fait oublier l'évangile de Saint Paul. Femmes, soyez soumises à vos maris. » D'ailleurs, les rares femmes qui ont laissé des témoignages sont quelques femmes fortunées qui ont accès à l'écriture. En voici quelques exemples. De nombreux témoignages nous montrent qu'elles suivent les débats à la Chambre et les activités de leur mari. Rachel Cadieux n'ignore pas que son mari, Chamilly de Lorigné, est chef d'une section des Fils de la Liberté. Henriette Cadieux sait aussi que Chevalier de Lorigné est secrétaire du comité central. Un autre exemple, l'exemple de Julie Papineau, est passionnant. Les mots qui vibrent sous sa plume sont les mots indignation, violence et justice. Julie Bruno, de son nom de jeune fille, elle épouse à Québec en 1818 le patriote Louis-Joseph Papineau, député et orateur de la Chambre d'Assemblée. Par sa correspondance, on assiste à la montée de la popularité du Parti patriote, au refus des subsides, aux 92 résolutions, à la peur créée par les assemblées des constitutionnels, ces tories fanatiques dévoués à la perpétuation du régime colonial. Donc Julie Bruno, devenue Papineau, elle s'avère lucide durant ces événements. Je la cite. « Je n'ai point de vaine frayeur, mais je sais apprécier à leur juste valeur la rage et la haine que ce parti, le parti des bureaucrates royalistes, nous porte et que l'état dans lequel nous sommes est bien déplorable, qu'ils veulent tout de bon dominer ou nous écraser, et si nous n'avons pas l'énergie de nous soustraire à leur pouvoir, ils trouveront bien les moyens, eux, de nous faire du mal. Je suis certaine qu'ils y sont bien décidés et que c'est sérieux. Que la Chambre y pense bien. Si elle ne fait rien en cette session, il faudrait faire d'autres élections. Nous aurions une guerre civile, c'est certain. » C'est un écrit du 26 décembre 1835. Julie Papineau a également écrit, quelques mois plus tard, « Et la réforme s'opéra en Europe et dans le Haut-Canada. Et la réforme s'opérera en Europe et dans le Haut-Canada. Et dans ce petit coin ici, vous serez opprimés parce qu'on est de pâte à lettres et ils nous connaissent mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Je n'ai jamais cru que cela fût par ignorance sur nos affaires que nous tardions aussi longtemps à nous rendre justice, mais bien par une insigne mauvaise foi et désir de nous écraser.
Je crois au contraire qu'ils ne nous connaissent que trop, qu'ils peuvent réussir puisque nous les aidons à river nos chaînes. 23 février 1836. Des Julie Papineau, il y en a plus d'une dans l'histoire des patriotes. Émilie Boileau a tenu chez elle à Chambly des assemblées politiques, au risque de voir sa maison incendiée. Marie-Rosalie Dessaules abritait et nourrissait les pauvres dans son manoir de Saint-Hyacinthe. Les épouses, les dames Masson et Dumouchel, dessinent et tissent le drapeau dit de Saint-Eustache de 1837, celui conservé au château Ramsay, arboré par les combattants de Saint-Eustache en décembre 1837. Il représente une branche d'érable, surmontée d'un brochet masquinongé serti de cônes de sapin et des lettres C, Canada, et JB, Jean-Baptiste. Aussi, rappelons que le drapeau patriote le plus connu, celui à 3 bandes de couleurs, rappelle la contribution des Irlandais, verts, des Français, blancs, et des Anglais, rouges, à l'avancement de la démocratie au Bas-Canada. Dès 1833, un club de femmes patriotes se réunissait rue Bon Secours à Montréal. À l'une des réunions de femmes patriotes les plus importantes, celle du village de Saint-Denis, les participantes adoptent un nombre de résolutions politiques en faveur des efforts des réformistes afin d'obtenir la justice et le bonheur du pays. Elles encouragent leurs pères, leurs frères, leurs époux, leurs amants à soutenir la cause du peuple et à s'imposer tous les sacrifices nécessaires pour la faire triompher. Elles donneront elles-mêmes aux besoins l'exemple du dévouement et des sacrifices. Et pour réussir plus sûrement, elles ne cesseront d'implorer la protection et les grâces de leur Dieu. L'article de la Minerve, 28 septembre 1837, évoque ensuite industrie et économie. Elles ont pris la résolution d'encourager par tous les moyens en leur pouvoir l'usage exclusif des tissus fabriqués dans le pays et la non-consommation des articles importés et frappés d'impôts. Elles feront tout ce qui dépendra d'elles pour activer l'industrie canadienne et nos manufactures naissantes. Et afin que leurs efforts individuels soient suivis de plus de résultats, elles ne porteront à l'avenir autant que possible que des habillements de tissus indigènes et achèteront de préférence chez les marchands pourvus de marchandises canadiennes que chez les marchands qui ne vendront que des produits étrangers. Femmes sans armes mais non sans cœur. De 1837 à 39, ce sont des années d'angoisse, de deuil, de dévastation, de pauvreté, de misère et de rupture dans les familles des Bas et Haut-Canada. Femmes jetées sur les routes avec les enfants, leur courage et leur audace. L'ampleur des représailles après la rébellion et l'insurrection touche également les femmes et les familles. Elles ont été cruelles et disproportionnées. Viols, vols, pillages et incendies des biens appartenant à des citoyens qui n'avaient rien pu avoir avec les événements. Emprisonnement injustifié, procès des accusés dans une langue qu'ils ne comprenaient pas, pendaison sadique. Des visiteuses au pied du courant. L'exemple de Mère Émilie Tavernier-Gamelin, l'ange des prisonniers, mérite d'être rappelé. Chaque jour, elle apportait réconfort et nourriture aux prisonniers, très souvent accompagnés d'une amie. Ce sont des femmes qui, à leur manière, ont appuyé des idées de libération. Des femmes dont la foi et l'espérance les ont ensuite amenées à secourir des hommes qui avaient lutté de corps et d'esprit. Pour rendre un véritable hommage aux patriotes de 1837-1838, aujourd'hui, nous devons poursuivre les luttes pour la liberté, l'égalité et la démocratie. Donnons-nous un pays fait par les peuples du Québec par le biais d'une assemblée constituante avec la participation de toutes et de tous pour définir le Québec que nous voulons, de concert avec les peuples autochtones auxquels doit être reconnue la pleine égalité de droits, incluant le droit à l'autodétermination. Garantissons à chaque membre de notre société un accès libre et gratuit à une éducation laïque du primaire à l'université. Soutenons les luttes du mouvement des femmes pour qu'elles obtiennent une véritable égalité avec les hommes. Construisons une société solidaire où chaque femme et chaque homme aura un accès à un niveau de vie décent grâce à une répartition égalitaire des richesses. Remplaçons l'austérité dévastatrice pour l'ensemble des services
à la population imposée par des élites politiques et économiques profiteuses qui s'accaparent la plus grande part de la richesse collective, par une organisation collective de l'économie qui bénéficiera à tous et à toutes, qui respectera l'environnement et mettra fin à l'utilisation de ressources dommageables telles que le pétrole. Donnons-nous un pays démocratique, exempt de toute forme de favoritisme et de corruption, garantissant la liberté d'opinion et d'expression, la liberté et l'indépendance de la presse de tout pouvoir politique ou économique, la liberté de conscience ainsi que la laïcité à tous les niveaux de pouvoir politique public. Donnons-nous des institutions démocratiques, assurant la participation de tous les citoyens dans le cadre d'une démocratie participative, garantissant la représentation de toutes les opinions politiques, notamment par un mode de scrutin proportionnel. En cette journée nationale des patriotes, parce que nous aimons notre pays et les personnes qui l'habitent, nous appelons le peuple québécois à se mettre en marche pour construire le pays dont toutes les communautés vivant sur le territoire québécois ont besoin. Vive le Québec libre et solidaire!